Si vous avez connu la France d'avant, vous avez connu le bir. Cette bouteille sombre dans le buffet des grands-parents. Ce bir cassis, qu'on commandait au comptoir d'un café sans même y penser. Ce goût sucré amer de vin au quinquina qui était, tout simplement, celui de l'apéritif. À son apogée, c'était l'apéritif le plus consommé du monde. Plus de la moitié du marché français. Une usine catalane traversée par son propre train et la plus grande cuve de chêne jamais bâtie sur la Terre. Il avait survécu au phylloxéra, survécu à 2 guerres mondiales, survécu à la prohibition qui lui ferma l'Amérique. Il avait tout traversé. Et puis, au sommet de sa gloire, le plus grand apéritif de France a été assassiné. Tué de sang-froid par ceux qui l'avaient racheté en se présentant comme ses sauveurs. Un crime avec sa victime, son mobile, son coupable. Mais le vrai mobile, lui, n'a jamais été révélé. Qu'est-il vraiment arrivé au bir derrière les grilles de Tuire ? Chapitre 1. Les colporteurs de Corsavie. On raconte que le bir a été assassiné. C'est le mot que l'on entend, ici comme ailleurs, dès que l'on parle de ce qui est arrivé à la plus grande maison d'apéritif que la France ait jamais connue. Un meurtre. Un crime commis de sang-froid par ceux qui avaient racheté l'affaire en se présentant comme des sauveurs. C'est une histoire qui se tient bien. Elle a un coupable, une victime, un mobile. Elle est facile à raconter et plus facile encore à croire. Et nous allons l'examiner, sérieusement, pièce par pièce, décision par décision, signature par signature. Parce que cette maison mérite qu'on cherche la vérité sur sa fin avec la même rigueur qu'on mettrait à chercher celle d'un homme. Mais une enquête honnête commence toujours de la même manière. Avant de désigner un coupable, elle regarde ce qui s'est réellement passé. Et ce qui s'est réellement passé est peut-être plus troublant qu'un meurtre. Pour le comprendre, il faut d'abord se rendre à Tuire. C'est une petite ville catalane des Aspres, au pied du Canigou, à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Perpignan. Une ville de vie et de tramontane, de murs ocre et de platane. On y parle français, et l'on y parle catalan, et l'on a longtemps fait les deux dans la même phrase. Ce n'est pas le genre d'endroit où l'on s'attend à trouver l'un des empires industriels les plus puissants du monde. Et pourtant, il fut un temps où derrière ces grilles s'étendait une véritable ville dans la ville. 7 hectares de chais, de halles, de bureaux, de quais, traversés par leurs propres lignes de chemin de fer, et abritant un jour la plus grande cuve en bois de chêne jamais construite sur la planète. Au milieu des années 1860, rien de tout cela n'existe. Il n'y a qu'une boutique de drapier, une petite cave et 2 frères venus de la montagne. Ils s'appellent Simon et Pallade Violet. Ils sont nés à Corsavie, un village accroché aux pentes du Val-Espire, dans ce roussillon catalan où la terre est avare et où l'on apprend tôt à compter chaque sou. Leur père est muletier et berger, un homme de bât et de troupeau qui mène ses bêtes sur les sentiers entre la France et l'Espagne. La famille compte 5 enfants. Il n'y a pas d'héritage à espérer, pas de fortune à attendre, il y a la montagne, le travail et la nécessité de descendre un jour vers la plaine pour gagner sa vie autrement. Alors les 2 frères font ce que font des milliers de fils de paysans pauvres dans la France de Napoléon le III. Ils deviennent colporteurs, marchands ambulants de tissus et de mercerie. Ils chargent un mulet de balles de drap, de rubans, de boutons, d'aiguilles, et ils vont de village en village, de foire en foire, vendre au porte-à-porte ce qu'ils peuvent. C'est une vie de route, de poussière et de pieds endoloris. C'est aussi une école. Car le colporteur apprend, mieux que personne, ce que veut le client. Il apprend à parler, à convaincre, à lire un visage. Il apprend que ce qui se vend, ce n'est pas seulement la marchandise, mais l'idée qu'on s'en fait. Pendant des années, ils mènent cette vie. Ils connaissent les foires de la plaine et les marchés des bourgs, le froid d'école au petit matin et la chaleur lourde des étés roussillonnés. Ils apprennent à qui faire crédit et à qui n'en pas faire, comment présenter une étoffe pour qu'elle paraisse plus belle qu'elle n'est, comment transformer un client de passage en client fidèle. Sous le Second Empire, dans une France qui s'ouvre au chemin de fer et au grand commerce, 2 fils de bergers se forgent ainsi un savoir qui ne s'enseigne dans aucune école, celui de la vente. Ils ne le savent pas encore, mais ils sont en train d'apprendre le seul métier qui fera leur fortune.
L'histoire du bir commence donc, et c'est presque incroyable à dire, comme un conte. Les créateurs de l'une des entreprises les plus puissantes du monde ont débuté dans la vie en simples colporteurs, leur fortune sur le dos d'une mule. Vient le moment où l'on cesse de marcher. À Thuir, les deux frères s'installent. Ils ouvrent une boutique de drapier, une mercerie comme il en existe alors dans chaque bourg. Ils achètent une petite cave. Et ils se trouvent là, dans cette plaine du Roussillon, au cœur de ce qui est en train de devenir l'une des plus formidables fièvres économiques du siècle, la fièvre du vin. Car le Roussillon, dans ces années-là, produit du vin comme jamais. Les coteaux de l'Agly, les terrasses de schiste, les plaines caillouteuses donnent des rouges puissants, des muscats, des grenaches, des mistelles épaisses et sucrées. Le vin est partout. Il est l'argent du pays. Et là où il y a du vin en abondance, il y a toujours quelqu'un pour se demander ce qu'on pourrait bien en faire de plus. Ce quelqu'un, c'est Simon. Des deux frères, c'est lui qui a le palais. Le goût. Cette chose qui ne s'apprend pas et qui fait qu'un homme sait, à la première gorgée, ce qui manque et ce qu'il faut ajouter. Dans l'arrière-boutique, entre deux rouleaux de drap, il se met à expérimenter. Il prend les vins du Roussillon et il les marie à l'écorce de Quinquina, le cinchona, ramené d'Amérique du Sud, cette écorce amère dont on tire la quinine et que toute l'Europe du XIXe siècle considère comme un fortifiant, un remède, presque un médicament. Il y ajoute des épices, du café, du cacao, de la fleur de sureau, de la camomille, des zestes d'agrumes. Il dose, il corrige, il recommence. Et il finit par obtenir une chose nouvelle. Un vin sombre, à la fois doux et amer, tonique et savoureux. Pas tout à fait un médicament, pas tout à fait un plaisir. Quelque chose entre les deux. Ce qu'il a trouvé, Simon ne le doit pas au hasard. Il le doit à la patience du colporteur devenu artisan. Chaque ingrédient a son rôle. Le vin du Roussillon, charpenté, généreux, pour le corps. L'écorce de quinquina pour l'amertume tonique, cette pointe qui réveille le palais et ouvre l'appétit. Le café et le cacao pour la profondeur, presque la rondeur. La fleur de sureau, la camomille, les zestes d'agrumes pour le parfum. Tout cela dosé, macéré, assemblé, goûté, recommencé, jusqu'à ce que le mélange cesse d'être une expérience pour devenir une recette. Une recette que la maison gardera presque inchangée pendant plus d'un siècle. Au début, on le vend chez les pharmaciens. Un vin tonique et hygiénique au quinquina, une boisson de santé, à prendre pour se fortifier le sang et soutenir l'organisme. Puis chez les épiciers, puis dans les cafés, et là, peu à peu, quelque chose se déplace. Les gens n'achètent plus tout à fait un remède, ils achètent un goût. Ils en redemandent non pas parce qu'ils sont malades, mais parce qu'ils l'aiment. Le changement paraît minuscule. Il est décisif. Un remède, on l'achète quand on souffre, puis on l'oublie. Une boisson qu'on aime, on y revient. Le comptoir du café devient ainsi le véritable moteur de la maison. C'est là, un verre après l'autre, qu'un produit de pharmacie se transforme en rituel quotidien. Et le rituel, à l'échelle d'un pays tout entier, ne se compte plus en flacons vendus. Il se compte en années. Les deux colporteurs de Corsavie viennent, sans encore le savoir, de mettre la main sur une fortune. Chapitre 2. Le nom caché dans le nuancier. Le succès attire toujours l'attention. Et la première attention qu'attire le breuvage des frères Violette n'est pas celle des clients, c'est celle des pharmaciens. Car vendre un vin au quinquina présenté comme tonique et hygiénique dans les officines, en concurrence directe avec les préparations des apothicaires, c'est marcher sur leur plate-bande. L'ordre des pharmaciens de Montpellier porte plainte, concurrence déloyale. On reproche aux Violets de vendre sans être pharmacien un produit qui se réclame de la médecine. Et la justice leur donne tort sur l'essentiel. Ils n'ont pas le droit de bâtir leur commerce sur le mot quinquina, sur cette promesse de remède. Pour une autre maison, ce jugement aurait pu être la fin. Tout le commerce des Violets reposait jusque-là sur cette promesse. Un vin qui soigne, un tonique pour le sang, une boisson que recommandent les hommes de l'art. Leur interdire le mot quinquina,
c'était leur retirer leur argument de vente, leur étiquette, leur raison d'être. Beaucoup auraient baissé les bras ou cherché un autre métier. Les frères Violet, eux, voient dans la contrainte une porte. Puisqu'on leur interdit de vendre un remède, ils vendront un plaisir. Et un plaisir n'a pas besoin d'ordonnance. Voilà les deux frères devant un choix qui va tout décider. Ils auraient pu renoncer. Ils choisissent de contourner. Ils réduisent la dose de cinchona. Ils cessent de vendre un médicament et assument de vendre un plaisir, un apéritif. Mais un apéritif a besoin d'un nom, pas d'une description, pas d'une promesse de santé que la justice leur interdit désormais. Un nom à eux, un nom qui n'appartient qu'à eux. Et c'est ici que naît l'une des plus belles légendes de l'histoire commerciale française. Le nom, dit-on, ils l'avaient sous les yeux depuis le premier jour. Dans leur boutique de drapier, sur le comptoir, se trouvait un nuancier, un carton d'échantillons de tissu où chaque coupon portait une lettre de référence dans l'ordre de l'alphabet pour le classement. B, Y, R, R, H. 5 lettres voisines sur le carton d'un mercier. 5 lettres qui ne voulaient rien dire, qui ne promettaient rien, qui ne pouvaient déclencher aucun procès, et que personne n'oublierait. Bir. Une autre version, plus romantique, voudra plus tard que ces 5 lettres soient les initiales de 5 femmes. C'est plus joli, c'est sans doute moins vrai. Mais les deux récits disent la même chose au fond. Les anciens colporteurs avaient compris, sur les routes, ce que vaut un nom. Ils savaient qu'une marque qui ne signifie rien peut finir par signifier tout. La marque Bir est déposée le 10 février 1873 au tribunal de commerce de Perpignan. Ce jour-là, dans un registre de province, une boisson devient une entreprise. Et l'entreprise, désormais, ne pense plus comme une boutique. En 1876, les statuts sont modifiés pour se consacrer au seul négoce du vin. Les frères installent 2 comptoirs d'achat en Espagne, à Malaga et à Tarragone, pour sécuriser leur approvisionnement. Ils ne se contentent plus de vendre, ils organisent. Ils achètent en gros, ils stockent, ils expédient. La petite cave de Tuire commence à manger les hectares autour d'elle. C'est un changement de nature, et non de simple taille. Tant qu'on assemble quelques fûts dans une arrière-boutique, on dépend du marché, des humeurs des fournisseurs, des bonnes et des mauvaises années. Mais celui qui installe ses propres comptoirs d'achat, qui sécurise sa matière première à la source, qui stocke pour ne jamais manquer, celui-là ne subit plus le commerce du vin. Il le commande. Les anciens colporteurs, qui avaient appris à dépendre du bon vouloir de chaque village, bâtissent désormais une chaîne qu'ils tiennent d'un bout à l'autre, de la vigne au verre. Mais la fortune, dans cette famille, ne fait pas le bonheur. Elle fait la discorde. Car les 2 frères ne sont pas d'accord sur l'avenir. Simon, l'homme du goût, l'homme de l'ambition, veut grandir, investir, conquérir. Palade, plus prudent, résiste. Ce désaccord, d'abord feutré, devient une fissure. Palade meurt en 1883. Et au lieu d'apaiser les choses, sa mort les envenime. Sa veuve, ses héritiers, entendent défendre leur part. Le différend tourne au conflit ouvert. Il faut imaginer ce que cela représente dans une famille catalane de cette époque où le sang et le nom comptent plus que tout. 2 branches d'une même maison, héritières d'une même invention, qui cessent de se parler et se retrouvent face à face devant les tribunaux. L'argent qui aurait dû les unir les sépare. Et le procès qui s'ouvre n'est pas une querelle d'avocats, c'est une déchirure qui marquera la famille Violet pour des générations. En 1889, on tente une séparation à l'amiable entre les 2 branches de la famille. Elle ne tient pas. Elle se transforme en procès, long, amer, déchirant. Les héritiers de Palade obtiennent de fortes compensations. Et avec cet argent, ils font construire le château des Rosiers. La branche de Simon, elle, élève la Villa Paloda, que la famille Violet possède et habite encore aujourd'hui. Arrêtons-nous un instant sur ce détail, parce qu'il dit tout. La même fortune, née du même breuvage, dans la même petite ville, donne naissance à 2 demeures rivales, dressées l'une contre l'autre.
La richesse du bière, dès l'origine, est à la fois un triomphe et une plaie de famille. C'est une chose qu'il faudra garder en mémoire, bien plus tard, quand viendra le moment de comprendre pourquoi une maison aussi puissante a pu, un jour, se laisser vendre. Simon Violet meurt en 1891. Il a vu naître son idée dans une arrière-boutique. Il n'en verra pas l'apogée. Mais il laisse une formule, que le musée de Thuir conserve encore, et qui résume mieux que tout l'esprit de la maison qu'il a fondée. « Il ne faut pas mener les hommes comme des esclaves, disait-il, mais le devoir d'un patron est d'être impitoyable envers celui qui ne travaille pas. » Tout le paternalisme industriel du bière est déjà là dans cette phrase. La main qui protège et la main qui commande dans le même geste. À la mort de Simon, c'est son fils qui prend les rênes, il s'appelle Lambert Violet, et c'est lui qui va transformer une affaire prospère en empire. Chapitre 3. La cathédrale et le train. Lambert Violet succède à son père en 1891, et il en devient le directeur unique à partir de 1911. C'est un homme d'une autre génération que les colporteurs. Il n'a pas connu la mule et les routes de montagne. Il a connu la réussite et il veut la démultiplier. Là où son père et son oncle vendaient, lui veut bâtir. Et ce qu'il va bâtir, à Thuir, n'a pas d'équivalent. Le nouvel établissement, celui dont on visite aujourd'hui encore les vestiges, est commencé en 1884 et inauguré en 1892. Ce n'est pas une cave agrandie, c'est une cathédrale industrielle. Une usine pensée comme une œuvre, où l'architecture elle-même proclame la puissance de la marque. Au cœur de cet ensemble se dresse une halle d'expédition immense. 81 mètres de long, 20 mètres de large, une nef de fer et de verre, une marquise qui laisse tomber la lumière comme dans la gare d'une grande capitale, et c'est exactement l'effet recherché. On ne range pas ici des barriques, on orchestre un flux. Les wagons entrent, les caisses se chargent, le bière part vers la France entière sous une verrière digne d'un palais. Cette halle, la tradition orale l'attribue aux ateliers de Gustave Eiffel. L'inventaire du patrimoine reprend cette attribution, mais il prend soin de la marquer d'un doute, par tradition orale, sans certitude. Disons-le donc comme il faut le dire. La grande halle de fer et de verre est attribuée à Eiffel, et il est juste et beau de le rappeler, à condition de ne jamais transformer une attribution en preuve. Nous aurons, plus loin dans cette histoire, une autre légende à corriger sur les bâtisseurs de Thuir. Celle-ci est la première. Mais ce qui frappe le plus, dans cette usine, ce n'est pas seulement la halle, c'est le train. Car Lambert Violet fait entrer le chemin de fer à l'intérieur même de son domaine. Une ligne dessert directement l'éché. On charge le bière sur des wagons sans qu'il ait à quitter l'enceinte. Imaginez ce que cela signifie, à cette époque, pour une maison de province. Posséder sa propre gare, son propre rail, son propre quai d'où partent vers Lille, vers Paris, vers Marseille, des millions de litres d'un vin né dans une plaine catalane. L'usine n'est pas reliée au monde. Elle est un nœud du monde. Et ce nœud ne cesse de grandir. Entre 1911 et 1920, la maison fait édifier d'immenses cuves de mélange en béton armé, conçues par l'architecte Lacombre selon le procédé Hennebique, la technique la plus moderne de son temps, celle-là même qui révolutionne alors toute la construction. À Thuir, on ne se contente pas de faire du vin. On invente les contenants capables d'embrasser des océans. L'usine est un laboratoire permanent, où chaque décennie apporte sa prouesse. Et personne, à l'intérieur de ses murs, n'imagine que tout cet appareil colossal pourrait un jour servir à autre chose qu'à la gloire du bière. Et les chiffres suivent. En 1910, l'entreprise compte 750 salariés et distribue plus de 30 millions de litres de bière. 30 millions de litres, sortis d'une seule maison, d'une seule ville des Aspres. Pour mesurer ce que cela représente, il suffit de regarder la carte de France que dessine alors le réseau du bière. Des dépôts, des succursales,
Des sites d'embouteillage à Perpignan, à Lille, à Charenton, à Nantes, à Lyon, à Toulouse, à Marseille, à Bordeaux, à Nancy, à Montluçon, à Caen. Et au-delà des frontières aussi. Jusqu'à Bruxelles, où la maison se fait construire dans les années 20 une succursale art déco par l'architecte Anatole Lacarrière. Mais une telle distribution pose une question vertigineuse. D'où vient tout ce vin ? Car pour expédier 30 millions de litres, il faut d'abord les acheter, les rassembler, les conserver. Et c'est là que le bière devient bien plus qu'une marque. Il devient le cœur économique de tout un pays. La maison achète les mistels, ces mous de raisin mutés, doux et puissants, de la vallée de la Glie, Montner, Tautavel, Estagel, Maury, Vingros. Elle achète les rouges secs du Roussillon, le Grenache, le Carignan, le Macabeu, l'Alicante. Et pour stocker tout cela, elle tisse autour de Thuir un réseau de caves satellites, à Casse-de-Penne, à Espira de la Glie, à Tautavel, à Estagel, à Maury. Des villages entiers vivent du bière. Le vigneron des Aspres sait que sa récolte a un acheteur. Quand on dit que le bière était une ville dans la ville, on oublie de dire qu'il était aussi, à lui seul, un pilier de toute la viticulture catalane. Souvenons-nous-en, là encore. Le jour où cette maison vacillera, ce n'est pas seulement une usine qui tremblera. C'est tout un terroir. Cette dépendance mutuelle, la région l'avait déjà éprouvée dans le malheur. Car le vignoble du Roussillon, comme tout le vignoble français, avait été ravagé par le phylloxéra, ce minuscule puceron venu d'Amérique qui, à la fin du XIXe siècle, avait dévoré les racines des vignes et ruiné des familles entières. Il avait fallu arracher, greffer, replanter, tout recommencer. Et le bière avait traversé cette épreuve, parce qu'une maison qui achète partout, qui stocke d'avance, qui maîtrise sa matière, résiste là où le petit producteur isolé s'effondre. Le phylloxéra fut le premier grand fléau que le bière surmonta. Il ne serait pas le dernier. Une marque de province n'a pas un tel réseau. Une marque de province ne fait pas cela. Le bière, lui, le fait. Parce que Lambert Violet a compris quelque chose que peu d'industriels de son temps avaient saisi. Il a compris que le vin ne suffit pas, qu'il faut vendre une image. Et c'est ainsi que naît, à partir de 1903, l'une des plus grandes aventures publicitaires de l'histoire française. Cette année-là, Lambert Violet lance un concours national d'affiches. L'annonce paraît dans Le Monde Illustré le 28 février 1903. L'idée est simple et audacieuse, que les artistes du pays tout entier rivalisent pour donner un visage au bière. La réponse dépasse tout. Près de 2000 projets affluent, 2000 tableaux, 2000 visions d'une même boisson. Le lauréat est un peintre catalan, Joan Cardona. Mais le concours n'est qu'un début. Car dans les décennies qui suivent, de la Belle Époque aux années 60, le bière va faire travailler des centaines d'illustrateurs et quelques-uns des plus grands noms de l'affiche. Leonetto Capiello, le maître absolu du genre, signe pour la marque des images restées célèbres. Raphaël Kirchner, Georges Léonec, Eugène Trutat, Maurice Toussaint, plus tard le photographe François Collard, Raoul Auger, Victor Lédé, toute une école de l'image française passe par Thuir. Le bière s'affiche sur les murs peints des villages, sur les flancs des tramways, dans les couloirs du métro parisien. Il ira même jusqu'à se glisser sur les bandes blanches des timbres-poste. Imaginez la chose. Dans les années 30, l'État vend ses timbres en feuilles bordées d'une marge blanche. Et cette marge, le bière l'achète. Si bien que des millions de lettres traversent la France en portant, juste à côté de la Semeuse, de la Paix ou de la Marianne, le nom d'un apéritif catalan. On en arrive à ce point de saturation, on ne peut plus poster une lettre sans croiser le bière. Et quand Leonetto Capiello, le plus grand affichiste de son temps, compose pour la marque son image la plus célèbre, une automobile lancée à pleine vitesse qui s'arrête net parce que son conducteur boit du bière, il ne fait que donner sa forme la plus pure à une vérité déjà partout admise. En France, à cette époque, le bière n'est pas une boisson parmi d'autres. C'est un réflexe national. Un nom que les enfants reconnaissent avant même de savoir lire, parce qu'il est peint sur le mur d'en face.
Un nom que l'on a vu si souvent qu'on finit par ne plus le voir. Et c'est justement là le signe d'une domination totale. Devenir invisible à force d'être partout. Arrêtons-nous sur ce que cela veut dire. À une époque où la publicité de masse balbutie à peine, une maison de Thuir a déjà compris que la boisson la plus vendue ne serait pas la meilleure, mais la plus présente. La plus familière. Celle dont le nom, à force d'être vu, finit par habiter les têtes. Le bien n'est pas seulement bu, il est regardé, partout, tous les jours, par des millions de Français qui n'ont peut-être jamais mis les pieds dans le Roussillon. Il faut bien sûr nommer ses rivaux, car une marque ne grandit jamais dans le vide. Sur le marché des apéritifs à base de vin et de quinquina, le bir affronte Dubonnet, Saint-Raphaël, les vermouths italiens Cinzano et Martini. Ce sont de redoutables adversaires, riches eux aussi, habiles eux aussi. Et pourtant, l'un après l'autre, ils sont distancés. Le bir devient le premier apéritif de France. Pas l'un des premiers, le premier. Et pas seulement de France. Le bir s'exporte sur tous les continents. Il est apprécié jusqu'en Amérique latine, vendu aux États-Unis avant que la prohibition n'en ferme les portes. Partout où l'on boit, on connaît cette bouteille sombre venue du Roussillon. Il y a bien un obstacle, et il est presque comique. Dans les pays de langue anglaise ou allemande, le nom « Bier » se prononce comme le mot qui désigne la bière. Vendre un apéritif de vin sous un nom qui sonne comme bière, voilà un handicap permanent à l'exportation. La maison s'en accommode, parce que sa puissance est telle qu'aucun jeu de mots ne saurait l'arrêter. Mais cela en dit long sur l'assurance de l'époque. On était si sûr de soi à Thuir qu'on ne se souciait même pas de savoir si le monde entier saurait prononcer son nom. Mais une grande maison ne se construit pas seulement sur des affiches et des trains. Elle se construit sur des hommes. Et il faut dire d'où viennent ces hommes. Thuir est une ville catalane, à quelques kilomètres d'une frontière qui, dans ce pays, n'a jamais vraiment séparé les gens. De part et d'autre des Pyrénées, on parle la même langue, on partage les mêmes familles, on suit le travail là où il se trouve. La main-d'œuvre du Roussillon, c'est une main-d'œuvre qui circule, saisonnière, frontalière, souvent venue d'Espagne. Quand le bir a besoin de bras pour ses vendanges, ses chais, ses quais, c'est dans ce monde catalan, des deux côtés de la frontière, qu'il les trouve. Cette histoire-là, celle des ouvriers et des ouvrières qui ont fait tourner la plus grande maison d'apéritifs du monde, nous y reviendrons longuement. Mais il faut la planter dès maintenant. Le bir n'est pas seulement une affaire de famille bourgeoise et d'affiches glorieuses. C'est aussi le travail de milliers de gens modestes, beaucoup venus de l'autre versant de la montagne. L'ascension, pourtant, ne se fait pas sans épreuve. Et la plus brutale arrive en 1914. Lambert Violet meurt cette année-là, au seuil même de la Grande Guerre. La maison se retrouve sans son capitaine au moment précis où la France entre en guerre, où les hommes partent au front, où le commerce se dérègle. C'est alors qu'une femme prend la direction de l'entreprise. La veuve de Lambert, Marie Violet. Pendant toute la durée du conflit, c'est elle qui tient la maison, qui maintient la production, qui sauve l'héritage. Dans une époque où l'on n'imaginait pas une femme à la tête d'une telle puissance industrielle, c'est une femme qui empêche le bir de sombrer. La guerre apporte aussi son lot d'absurdités, et l'une d'elles mérite d'être racontée. En 1914, dans la fièvre de l'espionnite qui saisit le pays, une rumeur se répand. Les grandes réclames du bir peintes sur les murs cacheraient, dit-on, des messages codés à l'usage d'une invasion allemande. Les lettres, les couleurs, l'emplacement des affiches, tout y passe. C'était faux, évidemment, mais cette rumeur dit quelque chose de vrai. Le bir était devenu si présent, si universellement visible sur les murs de France, qu'on pouvait imaginer qu'il était partout, jusque dans les plans secrets de l'ennemi. On ne soupçonne pas d'espionnage une marque qu'on ne voit pas. La guerre finie, la transmission se poursuit. En 1920, les enfants de Lambert et de Marie reprennent le flambeau, Jacques et Simone Violet. La maison prend le nom de Maison J et S Violet Frères, successeurs. Une troisième génération s'installe aux commandes d'une entreprise qui n'a plus rien d'une boutique de drapier. En l'espace de 2 générations, des colporteurs de Corsavie sont devenus une dynastie industrielle. Leur breuvage d'arrière-boutique est devenu le premier apéritif de France. Leur petite cave
est devenue une cathédrale de fer et de verre, traversée par son propre train. Et tout cela dans une petite ville catalane que la plupart des Français n'auraient pas su placer sur une carte. Le plus extraordinaire reste pourtant à venir, car la Maison Violet, au sommet de sa gloire, va bientôt commander un monument à sa propre puissance. Un monument qui deviendra, sans que personne ne le devine encore, le plus beau et le plus cruel symbole de tout ce qui allait lui échapper. Chapitre Four. La ville dans la ville. Pour comprendre ce qu'était le Bir à son sommet, il ne suffit pas d'aligner des chiffres. Il faut franchir les grilles un matin des années 30, à l'heure où l'usine s'éveille, et marcher. Le jour se lève sur Thuir, et déjà la ville bouge dans une seule direction. Des rues, des ruelles, des hameaux alentours, les hommes et les femmes convergent vers le même point, les grilles du Bir. On vient à pied, pour la plupart. On se connaît, on se salue en catalan. Le pas est régulier, c'est celui de gens qui referont le même trajet demain, et après-demain, et pendant 30 ans. À la grille, on pointe. On laisse derrière soi la lumière crue de la plaine roussillonnaise, ce ciel que la tramontane nettoie jusqu'au bleu dur. Et l'on entre dans un autre univers. Un univers de pénombre fraîche, de bois et de vin. On entre par la grande halle de fer et de verre, sous cette lumière qui tombe de la verrière comme dans une gare. Mais la halle n'est que le seuil. Le vrai royaume est derrière, et il est immense. 7 hectares. Une ville entière de chais, de quais, de bureaux, d'ateliers, reliés par des allées où circulent les chariots et où court la voie ferrée. Quand on dit aujourd'hui que le Bir était une ville dans la ville, ce n'est pas une image, c'est une description. La première chose qui saisit, c'est l'odeur. Avant même de voir quoi que ce soit, on la respire. Cette odeur qui ne ressemble à aucune autre usine de France. Pas l'huile chaude, pas le charbon. Ici, c'est le vin. Le vin par millions de litres, lourd et sucré, mêlé à l'amertume sèche du quinquina, au parfum du café et du cacao, à la pointe d'agrumes et de fleurs de sureau. C'est l'odeur d'une recette devenue cathédrale. Elle imprègne les murs, le bois, les vêtements des hommes. Ceux qui ont travaillé là disaient qu'ils la portaient sur eux jusque chez eux, le soir, et que leurs enfants la reconnaissaient avant de les voir entrer. À la tête de tout cela, dans ces années-là, il y a Jacques Violet, le petit-fils des colporteurs, l'homme qui dirige, avec sa sœur Simone, l'entreprise que 3 générations ont bâtie. Il n'a pas inventé le Bir. Il a fait mieux et plus difficile. Il l'a porté à son zénith, sans rien renier de ce qu'il avait fait grand. Et ce qui avait fait le Bir grand, au fond, c'était le bois. Car le cœur battant de l'usine, ce sont les chais. Des nefs sombres et fraîches, hautes comme des églises, où s'alignent les foudres, ces cuves de chêne géantes dans lesquelles le vin s'assemble et vieillit. On en compte des centaines, près de 800 cuves et foudres capables de retenir ensemble jusqu'à 40 millions de litres. On entre là comme dans une forêt pétrifiée, une futaie de bois cerclée de fer, où chaque tronc est un monde de vin qui respire dans l'obscurité. La fraîcheur tombe sur les épaules. Le bruit s'éteint. Et l'on comprend physiquement ce que veut dire le mot réserve quand il s'applique à un empire. Pour bâtir et entretenir ces géants, il faut des hommes d'un métier presque disparu. Les tonneliers. Les charpentiers du vin. Ce sont eux, l'aristocratie ouvrière de Thuir. Ils choisissent le chêne, le fendent dans le fil, ils cintrent les douelles à la chaleur du feu, ils montent les cuves comme on monte la coque d'un navire, sans un clou, par la seule justesse de l'ajustement et la pression des cercles d'acier. Un foudre bien fait peut tenir un siècle, un foudre mal fait fuit, et c'est une fortune de vin qui se perd dans la rigole. Le tonnelier du Bir tient donc dans ses mains, littéralement, la richesse de la maison. Son savoir-faire ne se trouve pas dans un livre. Il se transmet d'homme à homme, du maître à l'apprenti, au son du maillet sur le cerclage. C'est l'un de ces savoirs français que l'on bâtit en 3 générations et que l'on perd en une seule.
Dans ces chais, le temps n'avait pas le même poids qu'ailleurs, la lumière y entrait peu. Les voix s'y faisaient basses, comme à l'église. On entendait le clapotis sourd du vin dans les foudres, le craquement lent du bois qui travaille, le pas feutré des hommes sur la terre battue. C'était un lieu de patience, presque de recueillement, au cœur d'une usine que tout le reste poussait à la vitesse. Car le bière se vendait vite, mais il se faisait lentement. Le raisin devenait mou, le mou devenait vin, le vin s'assemblait, vieillissait, s'arrondissait dans le chêne pendant des mois avant de mériter son nom. Cette lenteur-là, celle de la maturation patiente, était le secret le mieux gardé de la réussite. On ne fabrique pas la confiance d'un pays à la chaîne. On la laisse vieillir, comme un grand vin. Du chai, le vin passe aux ateliers de mélange, là où l'on assemble selon la formule. Le vin, les mistelles, l'écorce, les épices, pour obtenir ce goût exact que des millions de Français reconnaîtraient les yeux fermés. La formule, justement, est le trésor de la maison. Le secret de Simon, transmis, gardé, jalousement protégé. Peu d'hommes, à Thuir, en connaissent l'exacte composition. C'est elle qui fait qu'un beer est un beer, et non un vin de quinquina parmi cent autres. Doser l'amertume sans qu'elle domine, la douceur sans qu'elle écœure, le parfum des épices sans qu'il vire aux médicaments. Voilà l'art invisible qui se joue dans ces ateliers, loin du public, et dont dépend la fidélité de tout un pays. Puis vient l'embouteillage. L'atelier d'embouteillage, c'est un autre monde. Un monde plus clair, plus rapide, et c'est en grande partie un monde de femmes. Les bouteilles arrivent par milliers, le verre s'entrechoque dans un cliquetis continu, les mains se tendent, les gestes se répètent, précis, inlassables. On remplit, on bouche, on étiquette, on emballe. Chaque bouteille qui descend de la chaîne porte sur son flanc le nom de 5 lettres et part rejoindre les caisses qui s'empilent sur les quais, sous la verrière, prêtes à monter dans les wagons. Sur les quais, le balai ne s'arrête jamais. Les wagons entrent à vide et ressortent pleins. Des hommes chargent, comptent, calent les caisses, accrochent les attelages. Et chaque jour, sous la verrière de fer et de verre, des trains entiers de bières s'ébranlent vers Paris, vers le nord, vers l'est, vers tous ces lieux où, le soir même ou le lendemain, quelqu'un commandera au comptoir d'un café le verre sombre qui est parti d'ici. La halle n'est pas un entrepôt, c'est un point de départ vers la France entière. Et c'est là, sur le quai, que la boucle se ferme. Le raisin cueilli dans les vignes de la Glie, le vin acheté dans les villages des Aspres, l'écorce venue des tropiques, le chêne taillé par les tonneliers, tout cela, devenu bière, repart vers la France entière par le train, sans jamais avoir quitté les 7 hectares. On entre par le raisin, on sort par la bouteille. L'usine est un organisme complet qui avale une région et la recrache en apéritif. Imaginez un instant ce que cela représente pour une petite ville catalane d'abriter une telle machine. Tout Thuir vit à son rythme. Le matin, les rues se remplissent d'hommes et de femmes qui marchent vers les grilles. Le soir, elles se vident dans l'autre sens. La fortune de centaines de familles tient à ce que, derrière ces murs, le vin continue de couler et le train de partir. Personne, alors, n'imagine qu'il pourrait s'arrêter. Chapitre 5. Ceux qui faisaient le bière. Une usine, ce ne sont jamais des chiffres, ce sont des gens. Et il faut maintenant parler de ceux qui faisaient le bière. Ils étaient catalans pour la plupart. Thuir est une ville catalane, et le bière fut d'abord l'affaire de ce pays-là. Un pays qui ne s'arrête pas à la frontière. Car la frontière espagnole est à un jet de pierre, et de part et d'autre des Pyrénées, on parle la même langue, on porte les mêmes noms, on suit le travail là où il se trouve. La main-d'œuvre de Thuir était une main-d'œuvre frontalière, faite de Roussillonnais et d'Espagnols, de saisonniers qui montaient pour les vendanges et d'ouvriers qui restaient pour la vie. Sur les quais, dans les chais, à l'embouteillage, on entendait le français et le catalan dans la même phrase, et souvent l'espagnol par-dessus.
Le travail avait ses rythmes, réglés par la sirène qui découpait le jour de Thuir comme elle découpait celui de toutes les villes-usines de France. Au chai, le temps était lent, celui du vin qui s'assemble et patiente. À l'embouteillage, il était rapide, cadencé par la chaîne. Au vendange, il devenait fiévreux, et l'on embauchait à tour de bras pour ne pas perdre 1 heure de la récolte. Mais partout, la même chose était vraie. On travaillait dur. Le paternalisme du Bir n'a jamais été de la tendresse. C'était un contrat, la sécurité contre l'effort. Et l'effort, on le donnait sans compter. Cette histoire prend une dimension tragique à la fin des années 30. Car en 1939, fuyant la victoire de Franco, près de 500 000 Espagnols franchissent la frontière en quelques semaines et déferlent sur le département des Pyrénées-Orientales. C'est la retirada. Des familles entières, épuisées, parquées dans des camps de sable comme celui d'Argelès, à quelques kilomètres de Thuir. On manque de documents nommant tel ou tel réfugié devenu ouvrier du Bir. Et il faut le dire honnêtement, sans broder. Mais il serait étrange qu'une telle marée de bras catalanophones, échoués aux portes mêmes de l'usine, n'ait pas trouvé ici ou là à se louer dans le plus grand employeur de la région. L'histoire du Bir baigne dans cette histoire-là, celle d'une terre frontalière où le travail et l'exil se sont toujours croisés. Travailler au Bir pour ces familles, ce n'était pas seulement un salaire, c'était un monde. Car la Maison Violet, fidèle à l'esprit de son fondateur, pratiquait ce que l'on appelait alors le paternalisme industriel. Ce système où le patron ne se contente pas de payer, mais prend en charge la vie tout entière de ceux qui travaillent pour lui. Et il faut le dire avec exactitude, parce que c'était, pour l'époque, remarquable. Dès les années 10, le beurre disposait de son propre hôpital, où les ouvriers étaient soignés gratuitement. La maison versait des pensions de retraite qu'elle finançait entièrement. Elle accordait des congés payés et un complément de salaire pour les familles, et cela bien avant que le Front populaire n'inscrive ses droits dans la loi. Sous la direction de Jacques Violet, on alla plus loin encore. La semaine de 40 heures, des primes pour les ouvriers, le financement du stade municipal où la ville venait jouer et se retrouver le dimanche. Il faut imaginer ce que cela voulait dire, dans une petite ville catalane d'avant-guerre. Le dimanche au stade, c'était l'usine qui jouait, l'usine qu'on encourageait. La maladie soignée sans qu'une famille soit ruinée, c'était l'usine. La vieillesse à l'abri du besoin, c'était l'usine. Pour des gens dont les parents avaient connu la dureté de la montagne, l'épuisement des vendanges, l'incertitude de tout, le Bir offrait une chose presque inouïe, la sécurité. Une vie où l'on savait, le matin, ce que serait demain. Cette sécurité avait un prix, la dépendance. Mais peu, alors, auraient songé à s'en plaindre. Il faut être juste et donc complet. Le paternalisme, c'est la main qui donne. C'est aussi la main qui tient. Le patron qui loge, qui soigne, qui distrait, qui assure les vieux jours, c'est aussi le patron dont on dépend pour tout, à qui l'on doit reconnaissance et obéissance, et qui entend bien que l'usine soit toute la vie de ses hommes. Le Bir n'a pas échappé à cette ambivalence. Mais pour une famille catalane modeste, dans le premier tiers du XXe siècle, l'arithmétique était simple. On vivait mieux à l'ombre de cette maison qu'à découvert dans le reste du pays. Et c'est pourquoi l'on y entrait souvent pour la vie, parfois sur plusieurs générations. Le père au chai, le fils à l'embouteillage, la fille à l'étiquetage. Car c'est cela aussi, une grande usine, une affaire de famille. On n'entrait pas au Bir par une annonce. On y entrait parce qu'un oncle, un voisin, un cousin glissait un mot au contremaître. Le travail se transmettait comme un héritage, et le savoir-faire avec lui. Le tonnelier apprenait son métier de son père, qui le tenait du sien. La maison n'employait pas seulement des individus, elle employait des lignées. On peut presque dessiner ces lignées. Le grand-père entrait du temps de Lambert, qui avait connu la construction de la grande halle. Le père, qui avait pris la suite au chai, et qui rentrait le soir avec, sous les ongles, cette poussière de tartre et de bois. Le fils, qu'on plaçait jeune à l'embouteillage, et qui montait, avec les années, vers un poste de confiance. La fille qui travaillait aux étiquettes jusqu'au mariage, parfois après. Plusieurs générations d'une même famille pouvaient ainsi se croiser dans la même cour, sous la même verrière, attachées à la même maison, comme on l'est à une terre.
Le bir n'était pas leur employeur, il était leur pays. Les femmes, dans ce monde, tenaient une place qu'on a trop souvent oubliée. C'étaient elles, en grande partie, qui faisaient tourner l'embouteillage et l'étiquetage, des ateliers entiers de mains féminines, rapides, précises, sur lesquelles reposait la dernière étape, la plus visible, celle qui mettait le bir en bouteille et lui donnait son visage. Elles travaillaient debout, des heures durant, dans le cliquetis du verre et l'odeur entêtante du vin. On parlait peu d'elles dans les discours sur la grande maison. Mais sans elles, pas une seule bouteille ne serait sortie des grilles. Tout cela tenait par un fil unique, le succès du bir. Tant que la bouteille sombre se vendait, la ville respirait. L'hôpital soignait, le stade s'animait, les pensions tombaient, les enfants grandissaient dans l'idée que l'usine serait toujours là, comme le canigou au-dessus de la plaine. Personne ne se demandait ce qu'il adviendrait de ce monde si, un jour, les Français cessaient d'aimer le goût pour lequel il avait été construit. Cette question-là n'avait pas de sens. Le bir était éternel. Demandez-le aux gens de Thuir en 1935. Ils vous auraient ri au nez. Chapitre 6. La moitié d'un royaume. Pour mesurer ce qu'était devenu le bir, il faut sortir de Thuir et regarder la France. Partout. Le bir était partout. Sur les terrasses de café, où l'on commandait un bir cassis, comme on respire, ce mélange du vin tonique et de la liqueur de cassis qui fut pendant des décennies l'un des apéritifs les plus populaires du pays. Dans les cuisines, où la bouteille trônait dans le buffet, sorti pour les visites et les dimanches. Sur les écrans aussi. Quand Marcel Carné tourne Hôtel du Nord en 1938, le bir est là, dans le décor, parce qu'il faisait partie du décor de la vie française, tout simplement. On ne le mettait pas dans les films, il y était déjà. Et derrière cette présence, il y avait l'organisation d'un empire. À Thuir même, travaillaient environ 200 personnes au cœur du dispositif. Mais à travers la France, dans les dépôts et les succursales qui maillaient le territoire, c'était près d'1 millier d'autres qui vivaient du bir. Une armée commerciale. Un réseau de distribution comme peu de marques françaises en possédaient. Cette puissance avait fini par déborder le commerce pour entrer dans la culture. Le nom bir n'était plus seulement une marque, c'était un mot de la langue courante, un repère, une évidence. Les affiches de la maison, signées par les plus grands, n'étaient plus des réclames qu'on regardait, c'étaient des images qu'on avait toujours connues, accrochées au mur de la mémoire collective, au même titre qu'un clocher ou qu'une chanson d'enfance. Une marque atteint là le sommet absolu, le moment où elle cesse d'avoir à se faire connaître parce qu'elle est devenue pour tout un peuple une chose qui va de soi. Vient alors le chiffre, le seul qu'il faut retenir parce qu'il dit tout et qu'on ne le reverra plus jamais. En 1935, le bir détenait à lui seul plus de la moitié du marché français de l'apéritif. Plus de la moitié. Pas une part honorable, pas une position de leader parmi d'autres. La moitié de tout un marché. Dans un pays qui n'a jamais cessé d'aimer l'apéritif, raflé par une seule maison née dans une arrière-boutique de drapier. C'est un record que personne, depuis, n'a jamais égalé. Aucune marque d'apéritif dans toute l'histoire de France n'a plus jamais régné ainsi. Ce qu'un tel chiffre recouvre, c'est une habitude nationale tout entière. Quand un Français de cette époque pensait apéritif, il pensait, plus souvent qu'à son tour, à cette bouteille-là. Le bir n'avait pas seulement gagné le marché, il l'avait en partie défini. Il était l'étalon auquel les autres se comparaient, le sommet que chacun visait sans l'atteindre. C'est la position la plus enviable et la plus dangereuse qui soit. Celle où l'on n'a plus rien à conquérir, et donc, peut-être, plus rien pour se tenir en éveil. Et ce règne ne s'arrêtait pas aux frontières. Le bir s'exportait sur tous les continents, présenté comme l'apéritif le plus consommé du monde. On le buvait en Amérique latine, où il s'était taillé une place de choix. On l'avait bu aux États-Unis, jusqu'à ce que la prohibition n'y ferme le robinet. D'un village catalan, la bouteille sombre était partie à la conquête de la planète, et elle l'avait largement emportée. En Amérique latine, surtout, le bir s'était implanté profondément,
porté par les liens commerciaux et l'émigration, au point d'y devenir un apéritif familier sur les terrasses des grandes villes du continent sud-américain. Songez-y, un breuvage inventé entre deux rouleaux de drap, dans une bourgade des Aspres que la plupart des Français eux-mêmes n'auraient pas su situer, se buvait désormais à l'autre bout du monde. C'est l'une de ces réussites françaises dont on a oublié jusqu'au souvenir, et qui paraît aujourd'hui presque incroyable. Pensez à ce que cela signifie. Une famille de bergers de colporteurs, en 2 générations à peine, avait bâti la première marque d'apéritif de France et l'une des plus connues du monde. Elle avait fait d'un remède de pharmacie un réflexe national, d'une plaine viticole un empire, d'une petite ville des Aspres une capitale industrielle. Le savoir-faire français, le goût, le négoce, le bois, l'affiche, le rail, s'étaient réunis à Thuir pour produire quelque chose qui ressemblait à de la perfection commerciale. À ce point de l'histoire, le Bir n'a plus de concurrent à sa hauteur. Il n'a plus que lui-même à dépasser. Et c'est exactement ce que la Maison Violette va tenter de faire, en commandant, au sommet de sa gloire, le monument le plus démesuré jamais conçu pour célébrer une marque de vin. Chapitre Sébante. Le plus grand foudre du monde. Nous sommes en 1935. C'est l'apogée, le point le plus haut. Et c'est précisément à ce moment-là, quand on tient plus de la moitié du marché, quand on est le plus consommé du monde, quand rien ne semble pouvoir entamer la puissance de la maison, que la famille Violette prend une décision à la mesure de son orgueil. Elle décide de construire la plus grande cuve en bois de chêne jamais bâtie sur la terre. Ici, il faut corriger une légende, car à Thuir, on vous dira souvent que ce monument, comme la Grande Halle, fut l'œuvre de Gustave Eiffel. C'est faux. La halle peut-être, par tradition et sans certitude, mais le foudre géant, lui, n'a rien à voir avec Eiffel. Il fut commandé en 1935 à une maison de Nancy, la tonnellerie Adolphe Fruehinscholz, une dynastie de maîtres tonneliers qui avait déjà construit, pour l'exposition universelle de Paris de 1900, le plus grand foudre de son temps. Pour le Bir, Fruehinscholz allait pulvériser son propre record, car la maison avait déjà la passion des records. L'année précédente, en 1934, elle avait fait installer un foudre de chêne de 4205 hectolitres, déjà un géant, déjà une prouesse, mais ce n'était qu'une répétition, un échauffement. Comme si, ayant prouvé qu'elle pouvait faire grand, la Maison Violet avait décidé, l'année suivante, de faire tout simplement l'impossible. Les chiffres de ce monument donnent le vertige. Une contenance de plus d'1 million de litres, 10 mètres de hauteur, plus de 12 mètres de diamètre, 110 tonnes de chêne à vide et près de 1100 tonnes une fois plein. Pour le maintenir, près de 2 km de tringles d'acier en serrant des douelles épaisses de 14 à 16 cm. Le chêne fut choisi dans la forêt de Bercé, dans la Sarthe, l'une des plus belles chênaies de France. C'était moins une cuve qu'une cathédrale renversée, un vaisseau de bois dans lequel on aurait pu noyer une maison. Construire une telle chose tenait de l'exploit. Il fallait choisir, dans la forêt de Bercé, les chênes les plus droits et les plus sains, ceux qui avaient mis 1 siècle ou 2 à pousser. Il fallait fendre, sécher, cintrer chaque douelle à la vapeur, l'ajuster au millimètre à ses voisines, puis monter le tout et le ceindre d'acier jusqu'à ce que l'ensemble devienne étanche par sa seule géométrie. C'était le savoir-faire du tonnelier porté à son point le plus extrême, l'art ancestral du fût appliqué à un objet de la taille d'un immeuble. Aujourd'hui encore, ce foudre demeure la plus grande cuve en bois de chêne du monde. Personne ne l'a jamais dépassé. Personne, sans doute, ne le dépassera. Songez à ce que dit un tel objet. On ne commande pas 1 million de litres de réserve si l'on doute de l'avenir. On ne dresse pas le plus grand foudre du monde pour une marque que l'on croit menacée. Ce foudre était une déclaration. Il disait « Nous serons là pour toujours, plus grands demain qu'aujourd'hui, et il nous faut dès maintenant un contenant à la mesure de l'éternité que nous nous promettons. » C'était l'orgueil d'une maison au sommet, gravé dans le chêne et l'acier.
Et la maison, alors, avait toutes les raisons d'y croire. Les comptes étaient florissants, les stocks énormes, la marque régnait. La presse célébrait le beer comme une gloire nationale, un fleuron de l'industrie française, l'un de ces succès dont un pays s'enorgueillit. Quand on visitait Thuir, on ne visitait pas une simple usine, on venait admirer une démonstration de force, la preuve que la France savait, elle aussi, bâtir des empires. Jacques Violet régnait sur tout cela avec la sérénité de l'héritier qui n'a jamais connu autre chose que la réussite. L'idée même que ce monde pût finir lui aurait paru absurde. Mais l'histoire, parfois, a le sens cruel de l'ironie. Car le foudre, commandé en 1935, ne sera pas rempli en 1935. La guerre va venir. Les Douelles, cintrés à la vapeur, resteront immobilisés à Nancy pendant les années de conflit, démontés, en attente, comme le monde lui-même retenait son souffle. Il faudra attendre le 2 février 1950 pour que le plus grand foudre du monde, enfin assemblé à Thuir, reçoive son premier vin. 1950. Retenez cette date, car nous y reviendrons et elle ne sera pas joyeuse. Le monument conçu au sommet de la gloire pour célébrer une suprématie que l'on croyait sans fin sera livré dans un monde qui aura déjà commencé, sourdement, à se détourner de ce qu'il avait été bâti pour contenir. Le foudre de l'orgueil deviendra, sans que personne ne l'ait voulu, le tombeau d'une époque. Mais en 1935, rien de tout cela n'est visible. En 1935, Jacques Violet et sa maison sont au fait de tout. La marque est la première de France et l'une des premières du monde. La ville prospère à son ombre. Les tonneliers taillent le chêne, les femmes emplissent les bouteilles, le train part chargé chaque jour vers les 4 coins du pays. Et debout sur ce sommet, dans l'odeur de vin et de quinquina, sous la verrière inondée de lumière, personne, pas un Violet, pas un ouvrier, pas un buveur de bière cassis sur sa terrasse de café, personne ne pouvait voir le monde qui, déjà, commençait à se refaire autour d'eux. Chapitre I. Le monde qui se détourne. L'apogée fut un instant. Le déclin fut une lente marée. Il faut le dire d'emblée parce que c'est le cœur de toute cette histoire. La chute du beer n'a pas commencé par un coup. Elle a commencé par un silence. Le silence d'un monde qui, peu à peu, sans bruit, cesse de vouloir ce qu'on lui avait appris à aimer. Le premier coup, pourtant, vint de la guerre. Quand la France entre dans le second conflit mondial, le beer, comme tout le pays, se met en sommeil. La production ralentit, les marchés se ferment, l'export s'effondre. Et le foudre géant, commandé en 1935, reste démonté à Nancy, ses douelles cintrées et empilées, attendant des années meilleures qui mettront du temps à venir. Pendant ce temps, une clientèle se perd, car une habitude, c'est fragile. On la construit en 30 ans, on la rompt en 5. Les buveurs de bière, privés de leur verre, en prennent d'autres. Et quand la paix revient, ils ne reviennent pas tous. Et il y a pire qu'un client perdu, un client qui prend une autre habitude. Pendant les années de guerre et de pénurie, le Français qui ne trouve plus son beer apprend à aimer autre chose. Il se forme un nouveau réflexe. Et le réflexe, une fois pris, ne se défait pas par décret. La maison Violette le découvrira trop tard. On ne récupère pas une clientèle comme on rallume une machine. Le temps perdu pendant la guerre ne se rattrape pas. Il se paie. Et à l'étranger, c'est pire encore. Les marchés que le beurre avait conquis aux 4 coins du monde se referment ou s'effritent. La guerre a coupé les routes commerciales, désorganisé les réseaux, ruiné des correspondants. L'Amérique, déjà perdue depuis la Prohibition, ne reviendra pas. L'Amérique latine se détache lentement. La grande machine d'exportation bâtie par Lambert Violet, ce maillage planétaire dont la maison était si fière, se grippe rouage après rouage. Et personne, à Thuir, ne semble s'alarmer qu'un empire mondial soit en train de se réduire, doucement, à un marché national, lui-même en train de rétrécir. Mais la guerre n'est que le premier coup. Le second est plus sournois, parce qu'il vient de l'État lui-même, et qu'il frappe le beurre à l'endroit le plus sensible. Le prix. Car dans le sillage du régime de Vichy, une législation fiscale s'installe, qui accorde aux vins doux naturels du Midi, les Banyuls,
les muscats de Frontignan et de Rixalt, un privilège exorbitant. Un régime de taxes allégé, protégé par un comité interprofessionnel puissant. Ces vins doux, sucrés, charmeurs, deviennent soudain bien moins chers à la vente que les apéritifs à base de vin comme le beer. Or, quand deux boissons se ressemblent et que l'une coûte moins cher que l'autre par la seule grâce de l'impôt, le marché tranche vite. Le beer, sans avoir rien fait, se retrouve handicapé sur ses propres terres, dans son propre sud, par une règle qu'il n'a pas écrite. Mesurez l'ironie. Le beer était l'enfant du Roussillon. Il avait fait vivre ses vignerons, acheté ses mistels, bâti sa fortune sur les vins de la Glie. Et voilà que les vins doux de cette même terre, les Banyuls, les Rivesalt, devenaient, par la seule grâce de l'impôt, ses concurrents les plus dangereux. Le pays, qui l'avait fait grand, nourrissait désormais ce qui le minait. Une maison peut se défendre contre un rival. Elle ne peut pas grand-chose contre une loi de finances. Et puis, par-dessus tout cela, il y a le goût qui change. C'est le coup le plus profond, parce qu'on ne peut rien contre lui. La France de l'après-guerre veut autre chose. Elle veut le pastis, cette boisson anisée, fraîche, méridionale, virile, bon marché, qui explose dans les cafés du pays, portée par deux noms qui vont devenir des géants, Pernod et Ricard. Elle veut le whisky, ce breuvage venu d'ailleurs, moderne, prestigieux, qui sent l'Amérique et le cinéma. Elle veut les vermouths italiens, Cinzano, Martini, légers et internationaux. À côté de tout cela, le vieux vin tonique au quinquina, sombre, sucré amer, médicinal, commence à sentir le passé. Le pastis, surtout, incarne ce basculement. Là où le beer évoque la belle époque, les affiches anciennes, le salon des grands-parents, le pastis sans le soleil, la pétanque, le comptoir populaire, la modernité d'après-guerre. Il est moins cher, plus simple, plus jeune. Et il a derrière lui deux maisons qui, elles, ne dorment pas, qui investissent, qui font de la réclame à grand bruit, qui se battent pour chaque part de marché avec une énergie que la maison Violette a, depuis longtemps, cessé de déployer. Pendant que le beer vit sur sa réputation, le pastis se construit la sienne. L'un récolte ce qu'il a semé jadis, l'autre sème pour demain. On devine déjà lequel des deux l'emportera. Les jeunes, surtout, s'en détournent, et c'est le signe qui ne trompe jamais. Quand les jeunes cessent de commander une boisson, cette boisson est condamnée. Il lui faudra peut-être 20 ans pour mourir, mais elle mourra. Le beer devient peu à peu ce qu'il n'avait jamais été, la boisson des vieux. Celle qui dort dans le buffet des grands-parents. Celle qu'on associe à une époque révolue plutôt qu'à un plaisir vivant. Et c'est dans ce monde-là, précisément, que le grand foudre fut enfin rempli. Souvenez-vous, commandé en 1935, au sommet de la gloire, il avait passé la guerre démonté à Nancy. Quand il reçut son premier vin, en 1950, le monde pour lequel il avait été conçu n'existait déjà plus. On avait bâti la plus grande cuve de la terre pour contenir le triomphe d'un apéritif que la France commençait à délaisser. Le monument était prêt, le règne, lui, touchait à sa fin. Le foudre n'attendait plus qu'un déclin pour lequel il était infiniment trop grand. Voilà le monde qui se referme autour de Thuir dans les années 50. Un monde où la guerre a brisé l'habitude, où l'impôt a faussé le prix, où la mode a changé de camp. Trois forces, lentes, sourdes, qui rongent l'Empire par en dessous pendant que, dans les bureaux de la Maison Violet, on regarde encore les vieux chiffres de gloire en se disant qu'après tout, on est toujours le beer. Et c'est précisément là, dans cette confiance-là, que se cache la vraie cause de tout ce qui va suivre. Chapitre 9. Le sommeil des vainqueurs. On ne décide pas toujours sa perte par un acte. Parfois, on la décide en ne décidant rien. C'est l'erreur fatale du beer. Pas une mauvaise décision, une absence de décision, prolongée, confortable, fatale. Pendant que le monde se détourne, la Maison Violet s'endort sur ses lauriers. Il faut comprendre ce que signifie diriger une marque qui a régné sans partage. On a pris l'habitude de gagner. On a pris l'habitude de la fidélité des clients, de l'avance sur les rivaux, de l'argent qui rentre. Et cette habitude devient un voile. On ne voit pas que le monde change parce qu'on n'a jamais eu besoin de le regarder changer. On cesse d'investir parce qu'on n'en a jamais eu besoin. On cesse de prospecter de nouveaux marchés, de nouveaux buveurs,
parce qu'il venait toujours d'eux-mêmes. On gère son passé au lieu de bâtir son avenir. Ce n'est pas de la paresse, c'est plus subtil et plus humain. C'est la certitude. La certitude tranquille de ceux qui ont toujours gagné et qui prennent leur domination passée pour une loi de la nature. À Thuir, on regardait encore les affiches glorieuses, on citait encore le record d'autrefois, on se rassurait avec le souvenir de la grandeur. Le passé était si éclatant qu'il aveuglait le présent. Et pendant qu'on contemplait sa propre légende, dehors, les jeunes commandaient autre chose. Et le plus tragique, c'est qu'il aurait suffi de se réveiller. Le Bir avait tout pour se défendre. Il avait l'argent, des liquidités abondantes, il avait l'image, un siècle d'affiches signées des plus grands, il avait le savoir-faire, l'outil industriel, le nom le plus connu de France dans son domaine. Une maison qui aurait voulu se battre aurait pu rajeunir son image, repartir à la reconquête des jeunes, investir dans la publicité de masse comme le faisaient ses rivaux, porter son apéritif vers de nouveaux usages, de nouveaux verres. Tout cela était à portée de main. Il ne manquait qu'une chose, la volonté. Et la volonté, justement, est ce qui ne s'achète pas, ce qui ne figure sur aucun bilan, ce qu'une dynastie repue ne s'est plus retrouvée en elle. La maison Violette a fait exactement cela. Elle a vécu sur ses réserves, au sens propre comme au figuré. Elle avait des stocks immenses, des caves pleines, de l'argent en caisse, des terres et des bâtiments d'une valeur considérable dans tout le Roussillon. Sur le papier, elle était riche, magnifiquement riche. Et pourtant, voici le fait le plus troublant de toute cette histoire. À l'aube des années 60, le Bir ne gagnait plus d'argent. Plus du tout. En 1960, cette maison qui possédait l'une des plus belles surfaces financières de France, des stocks somptueux, des liquidités abondantes, un patrimoine immobilier énorme, ne dégageait aucun bénéfice. Aucun. Une fortune qui ne rapportait plus rien. Un géant assis sur un trésor et qui ne savait plus le faire fructifier. Les chiffres de vente le disaient déjà. À la fin des années 50, la production était tombée à environ 15 millions de bouteilles. C'était encore beaucoup, mais ce n'était plus l'Empire. Ce n'était plus la moitié du marché français. C'était une marque qui glissait, doucement, année après année, sans que personne, à l'intérieur, ne semble vouloir l'admettre. Une entreprise qui perd de l'argent mais ne possède rien, on la ferme. Une entreprise qui perd de l'argent mais possède tout, des stocks, des liquidités, des murs, des terres, on ne la ferme pas, on la convoite. Sa richesse endormie devient une proie. Car il se trouvera toujours quelqu'un pour calculer ce que vaudrait, entre des mains plus avides, ces actifs que la famille laisse dormir. La fortune des Violets, faute d'être défendue, s'était lentement changée en appât. On peut presque dater l'instant où une grande maison cesse d'être un acteur pour devenir une proie. C'est le jour où ses dirigeants se mettent à parler de ce qu'ils possèdent plutôt que de ce qu'ils comptent faire. Le jour où le bilan remplace le projet. À Thuir, ce jour était passé depuis longtemps. On comptait les stocks, on évaluait les terres, on additionnait la fortune, mais plus personne ne dessinait l'avenir. Et un avenir que l'on ne dessine plus soi-même, d'autres se chargent toujours de le dessiner à votre place. Et comme toujours dans cette famille, la richesse réveillait les vieux démons. Les dissensions. Ce mot revient dans toute l'histoire des Violets, depuis la querelle des deux frères fondateurs, depuis le procès de 1889, depuis les deux villas rivales bâties l'une contre l'autre. La discorde était dans le sang de la maison. Et au moment précis où il aurait fallu une volonté unique, une vision, un coup de barre, la famille se divisait à nouveau. Voilà le tableau. Une maison immensément riche et qui ne gagne plus rien. Une marque qui régnait encore 10 ans plus tôt et qui sent désormais le passé. Une famille divisée, fatiguée, vieillissante, qui n'a plus la fin de ses ancêtres. Les colporteurs de Corsavy avaient tout risqué pour bâtir. Leurs descendants n'avaient plus rien à prouver, et donc plus rien à défendre. Il y a là quelque chose de presque biologique. La première génération risque tout et bâtit. La deuxième consolide et fait croître. La troisième hérite, jouit et s'épuise. Les colporteurs de Corsavy avaient eu faim parce qu'ils n'avaient rien. Leurs petits-enfants avaient tout, et donc plus faim de rien.
Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est le destin ordinaire des dynasties, qu'elles soient royales ou marchandes. On ne se bat vraiment que pour ce que l'on n'a pas encore. Une telle maison, dans un tel état, n'attend plus qu'une chose, un acheteur. Et l'acheteur, bien sûr, finira par venir. Les affaires qui dorment sur des trésors et ne savent plus les défendre attirent toujours ceux qui savent, eux, exactement ce qu'ils valent. Chapitre T. 3 signatures. 3 signatures suffirent à effacer un siècle. 3 dates. 1961, 1977, 1978. À chacune, le Bir s'éloigna un peu plus de lui-même. La première est la plus lourde. En 1961, certains disent dès la fin de 1960, Jacques et Simone Violet vendent l'entreprise familiale. Les petits-enfants des colporteurs cèdent ce que 3 générations avaient bâti. Et ils le cèdent à une société qui porte en elle une ironie cruelle. La compagnie Dubonnet-Cinzano, la CDC. Pensez-y un instant. Dubonnet, Cinzano, 2 des grands rivaux que le Bir avait dominés pendant des décennies, désormais réunis, et qui rachètent le vainqueur d'hier. Les concurrents battus deviennent les propriétaires. C'est l'histoire de tous les empires qui s'endorment. Ils finissent absorbés par ceux-là même qu'ils avaient écrasés. Le prix de cette vente, les termes exacts de l'accord, n'ont jamais été rendus publics. Aucune archive accessible ne les conserve. On sait seulement ce que l'on a rapporté ensuite, que la CDC fit une excellente affaire. Et l'on sait pourquoi. Car ce que la CDC voulait, ce n'était pas vraiment la marque Bir. C'était Tuir. C'était l'immense capacité de stockage de cette cathédrale, ces centaines de foudres, ces millions de litres que les chais pouvaient contenir. On n'achetait pas une légende, on achetait un entrepôt géant. Laissez cette idée résonner. La plus grande maison d'apéritifs de France, l'œuvre d'un siècle de génie commercial, fut rachetée pour ses murs et ses cuves, davantage que pour son nom. Comme on achète un château pour la valeur de ses pierres. Pour les hommes de Tuir, c'était une humiliation muette. Eux qui avaient servi la première marque d'apéritifs de France apprenaient qu'on ne les avait rachetés ni pour leur nom, ni pour leur génie, ni pour le breuvage qui les faisait vivre, mais pour la place que prenait leur cave. Le contenant valait plus que le contenu. La coquille valait plus que ce qu'elle avait abrité. Il y avait là une leçon que personne ne voulait entendre. Une marque, aussi glorieuse soit-elle, ne pèse le jour de la vente que ce qu'elle rapporte. Le prestige ne figure pas au bilan. Le souvenir des affiches de Capiello, le record d'autrefois, la fierté d'un siècle, rien de tout cela n'a de valeur pour un acquéreur qui calcule. Ce qui se monnaie, ce sont des mètres carrés, des hectolitres, des liquidités. La gloire, elle, ne se vend pas, elle s'évapore. Et la suite confirme à tout. La CDC liquida l'empire immobilier des Violets, ce réseau de propriétés et de caves que la famille avait tissé dans tout le Roussillon. Elle ne conserva que l'essentiel, Tuir et le site de Gennevilliers. Elle concentra l'embouteillage à Tuir. Quant à Jacques Violet, l'héritier de la dynastie, on lui laissa un siège au conseil d'administration. Un siège. Un fauteuil symbolique à une table où les décisions, désormais, se prenaient ailleurs, par d'autres, pour d'autres raisons que la sienne. Imaginez cet homme, Jacques Violet, petit-fils du fondateur, qui avait porté la maison à son sommet, qui avait commandé le plus grand foudre du monde, qui avait régné sur une ville, réduit à siéger, courtois et impuissant, dans le conseil d'une société qui n'était plus la sienne. Il avait vendu, sans doute, parce qu'il n'y avait plus d'autre issue. Une famille divisée, une affaire qui ne gagnait plus rien, des héritiers sans appétit. Mais vendre ce que 3 générations ont bâti, c'est une chose qu'on ne se pardonne jamais tout à fait. La dynastie des Violets, partie d'une mule et d'une balle de drap, s'achevait là, non dans un fracas, mais dans la signature résignée d'un acte notarié. Mais le changement le plus profond ne se voyait pas dans les bâtiments.
il se voyait dans les hommes. Voici le chiffre qui dit tout, et il faut le poser lentement. Avant la vente, Thuir, c'était à peu près une centaine d'employés administratifs et une centaine de techniciens. Le cerveau et les mains. Après la reprise par la CDC, la composition bascule entièrement. Une dizaine d'administratifs et 200 techniciens. Comprenez ce que cela signifie. Le cerveau s'en va. La direction, le commerce, la stratégie, la vie pensante de la marque quitte Thuir pour remonter vers les sièges du Nord. Ne restent sur place que les mains, les hommes qui embouteillent, qui manipulent, qui produisent. Thuir garde son usine, Thuir perd sa maison. La ville continue de fabriquer le beer, mais elle ne décide plus rien de son destin. L'usine vit, l'âme est partie. Pour la ville, ce basculement changeait tout, même si personne ne licenciait personne. Tant que Thuir abritait la direction d'une grande maison, elle était une capitale. Les décisions s'y prenaient. Les hommes qui comptaient y vivaient. Une fois la direction partie, Thuir n'était plus qu'un atelier, un lieu où l'on exécutait des ordres venus d'ailleurs. La différence ne se lisait pas sur la fiche de paie. Elle se lisait dans le statut, dans la fierté, dans l'idée qu'une ville se fait d'elle-même. On peut garder tous ses emplois et perdre pourtant sa raison d'être. Puis vient la deuxième signature. En 1977, le groupe Pernod Ricard, né 2 ans plus tôt, en 1975, de la fusion des 2 géants de la Nice, prend le contrôle majoritaire de la CDC. D'un coup, le beurre change encore de main, sans que personne, à Thuir, n'ait été consulté. Dans la corbeille de la CDC, le groupe récupère Dubonnet, Cinzano et beurre. Et il y ajoute, par la maison Cusenier, d'autres marques encore. Ambassadeur, Bartisol, Café de Paris. Voyez ce que devient le beurre dans cet ensemble. Hier, il était un monde, une dynastie, une ville, un empire commercial avec sa propre flotte de wagons. Désormais, il est un nom dans une liste, à côté d'une douzaine d'autres, gérés par des hommes pour qui il n'est qu'une référence parmi tant à entretenir. On ne le déteste pas, on ne lui veut aucun mal. C'est peut-être pire, il est devenu indifférent. Une marque qu'on possède sans la chérir, qu'on conserve sans y croire. Le beurre n'est plus une maison, il n'est même plus une marque autonome, il est une ligne dans un catalogue. Et la troisième signature scelle tout. En 1978, l'établissement de Thuir est rattaché à Cusenier, le grand nom du Roussillon, l'orgueil des Aspres, l'empire des colporteurs, devient une annexe administrative d'une filiale d'un conglomérat. Le mot même de beer sur les organigrammes n'est plus qu'une entrée parmi des dizaines d'autres. 3 signatures. 1961, 1977, 1978. Personne, à aucune de ces dates, n'a tiré un coup de feu. Et pourtant, à la fin, la maison Violette n'existait plus. Chapitre 11, le dernier train. Alors posons enfin la question que ce film promettait. Le beer a-t-il été assassiné? C'est le mot qu'on emploie, c'est le mot du titre. C'est la version qui se raconte sur les terrasses et dans les souvenirs. Une grande maison française tuée de sang-froid par le groupe qui l'avait rachetée. Et il faut reconnaître que la thèse est tentante. Car le groupe qui possède désormais le beer possède aussi le pastis, Pernod, Ricard. Et le pastis coûte bien moins cher à produire qu'un apéritif de vin élaboré, vieilli, complexe. Ranimer une vieille marque de vin demande des efforts et de l'argent, là où le pastis, lui, se vend presque tout seul. Quand on détient les deux, et qu'on doit choisir où mettre son énergie commerciale, le calcul penche de lui-même. Le mobile existe. Le conflit d'intérêts est réel. On comprend que des gens y aient vu un crime. Mais une enquête honnête ne s'arrête pas au mobile. Elle cherche les preuves. Et les preuves ici ne sont pas là. Aucun journaliste n'a documenté un sabotage délibéré. Aucun syndicat, ni la CGT, ni la CFDT, n'a dénoncé un plan d'étouffement organisé. Aucun historien, aucun ancien dirigeant, aucun témoin nommé n'a établi qu'on aurait sciemment programmé la mort du beer. La seule formulation que l'on trouve de cette accusation, le pastis a tué le beer, apparaît dans le commentaire d'un lecteur sur un blog spécialisé.
Et l'auteur même de ce blog la réfute en rappelant une chose simple et décisive: le déclin du beer avait commencé bien avant l'arrivée de Pernod Ricard. C'est tout l'édifice de l'accusation qui s'effondre là-dessus. On ne peut pas accuser quelqu'un d'avoir tué un homme qui se mourait déjà quand il est entré dans la pièce. Et il y a, contre la thèse du meurtre, un fait que les amateurs de complot oublient toujours. Pernod Ricard a maintenu la recette d'origine en production pendant près de 50 ans. On ne conserve pas pendant un demi-siècle fidèlement le produit que l'on aurait voulu assassiner. On le supprime. On l'enterre. On le raye du catalogue. Le beurre, lui, est resté. Diminué, oublié, marginal, mais vivant. Pour autant, le groupe n'est pas innocent de tout. On peut lui reprocher l'indifférence, le manque d'ambition, le confort du grand propriétaire qui laisse une vieille marque s'étioler parce qu'il a mieux à faire ailleurs. Le soupçon d'un conflit d'intérêts, favoriser le pastis qui rapporte davantage, reste légitime, et il faut le poser sans détour. Mais le soupçon n'est pas la preuve, et entre l'accusation de meurtre et le constat d'un long abandon partagé, l'honnêteté commande de choisir le second. Le beurre n'a pas été abattu. Il a été laissé dans un coin du catalogue, comme un vieux meuble qu'on n'a pas le cœur de jeter. Alors non, le beurre n'a pas été assassiné. La vérité est plus simple et plus triste. La guerre avait brisé son élan. L'impôt avait faussé son prix. La mode l'avait abandonné. Et surtout, la maison qui le portait s'était endormie. Elle avait cessé d'investir, cessé de se battre, cessé de croire qu'il fallait encore conquérir. Quand les conglomérats sont arrivés, ils n'ont pas tué le beer. Ils l'ont hérité. Ils ont ramassé une marque exsangue et l'ont laissé trouver sa taille naturelle dans un marché qui n'en voulait plus. Ce n'est pas un meurtre, c'est une succession. Et une succession, c'est moins spectaculaire qu'un meurtre, mais ce n'est pas moins définitif. Le beer régnant n'est jamais revenu. La marque a continué d'exister, oui, mais comme une étoile dont on voit encore la lumière alors qu'elle s'est éteinte depuis longtemps. Ce qui était mort, en vérité, ce n'était pas le produit, c'était l'indépendance. C'était l'idée qu'une maison de Thuir pût décider, seule, de son destin, conquérir le monde depuis une plaine catalane et porter haut un nom qui n'appartenait qu'à elle. Ce rêve d'empire autonome avait cessé de vivre quelque part entre 1961 et 1978. Le reste ne fut plus qu'une longue rémanence. Et la mort de l'empire, la vraie, ne s'est pas jouée dans une salle de conseil. Elle s'est jouée sur un quai. Car il restait, à Thuir, ce symbole entre tous. La ligne de chemin de fer privé. Le train dans l'usine. Cette voie qui, depuis l'époque de Lambert-Violet, avait emporté des millions de litres de bière vers la France entière, sous la grande halle de fer et de verre. En 1989, le train s'est arrêté. La halle a cessé son service. Le dernier wagon est parti. Plus rien, désormais, ne quitterait Thuir par le rail. La ligne fut démontée, plus tard, et transformée en voie verte, un chemin de promenade pour les marcheurs et les cyclistes, là où grondaient les convois. Pensez à ce qu'avait été ce quai. Le point d'où, pendant un siècle, le Roussillon était parti à la conquête de la France. Le lieu où les caisses s'empilaient sous la grande verrière, où les wagons s'emplissaient de millions de litres, où le nom de 5 lettres montait chaque jour vers Paris, Lyon, Lille, Marseille. Tout cela, fini. Sans cérémonie. Sans foule, sans discours. Un dernier convoi, puis plus rien. Les rails ont été arrachés. L'herbe a poussé là où il passait, et aujourd'hui, des promeneurs marchent à l'endroit même où circulait l'Empire, sans toujours savoir ce qui roulait, jadis, sous leurs pieds. Une grande halle qui a expédié pendant un siècle a une présence particulière. Pas seulement le bruit des wagons, mais le mouvement, les voix, les attelages, ce vacarme continu de départ que les hommes finissaient par ne plus entendre. Quand cela s'arrête, ce que l'on remarque d'abord, ce n'est pas l'absence de bruit. C'est la présence d'un silence qui n'a rien à faire là. Un silence qui a la mauvaise forme. La cathédrale de fer et de verre
bâti pour lancer un empire à travers tout un pays, ne transporterait plus jamais rien. Chapitre 12. La cathédrale devenue musée. Passez devant les grilles de Tuire aujourd'hui, et vous ne trouverez pas une ruine. C'est là toute la singularité de cette histoire. Le Bir n'a pas connu la halle éventrée, les fenêtres brisées, le parking envahi par les herbes. L'usine vit encore. Mais elle ne vit plus pour ce qui l'avait fait naître. Le site est devenu une usine multimarque du groupe Pernod Ricard. On y a fabriqué, on y fabrique encore, toutes sortes de choses. Du Bir, oui, mais aussi du Cinzano, du Dubonnet, de la Suze, de l'Ambassadeur, du Bartisol, du Pacifique, du Ricard. On y a installé un centre d'extraction des arômes, un centre de recherche. En 2013, on y a même ressuscité la distillerie d'absinthe Henri-Louis Pernod. Et depuis 2023, le site abrite un pôle d'excellence du sans-alcool, où l'on élabore des boissons comme le Beefeater Zero ou la Suze Tonic sans alcool. Songez à ce chemin. La plus grande maison d'apéritifs du monde est devenue, entre autres, un atelier de boissons sans alcool. Et l'usine qui employait jadis quelques 750 personnes pour un seul produit conquérant en emploie aujourd'hui une soixantaine, pour fabriquer surtout les marques des autres. Et la ville, elle aussi, a changé. Tuire n'est pas morte. Elle a même été épargnée par le pire, ces villes-usines du Nord ou de Lorraine où la fermeture a tout emporté. Le Roussillon, autour d'elle, a continué de vivre du vin. Les côtes du Roussillon, les vins doux naturels, toute une viticulture qui, elle, a survécu. Le tourisme a pris le relais d'une partie de ce que le Bir donnait. Mais quelque chose s'est tout de même éteint. La ville dans la ville, ce monde clos et fier qui faisait de Tuire une capitale de l'apéritif, n'existe plus. Tuire a gardé sa vie. Elle a perdu son nom propre. Quant à ce qui faisait la gloire de Tuire, les chais, la halle, le foudre géant, cela a été sauvé d'une autre manière, par le tourisme, par la mémoire. Le circuit de visite des caves Bir menaçait de fermer. Pour le sauver, le 30 novembre 2011, il fut transféré au patrimoine de la communauté de communes des Aspres. Après environ 2 millions d'euros de travaux, il rouvrit définitivement le 5 juillet 20 Une aide de la mission Berme, 60 000 euros, vint plus tard soutenir l'ensemble, et une campagne de restauration des foudres s'acheva à la fin de 2023. Chaque année, des dizaines de milliers de visiteurs, entre 90 000 et 160 000 selon les sources, viennent parcourir la cathédrale. Et au cœur de la visite, il y a lui, le foudre géant. Le monument de l'orgueil de 1935. La plus grande cuve de chêne du monde, commandée au sommet de la gloire, immobilisée par la guerre, remplie pour la première fois en 1950, dans ce monde qui s'était déjà détourné. Aujourd'hui, il est la pièce maîtresse d'un circuit touristique appartenant à une intercommunalité catalane. Les visiteurs lèvent la tête vers ces 10 mètres de chêne et les guides leur racontent l'Empire. Le tombeau d'une époque est devenu une attraction. La marque, elle, survit, à petite échelle. Le Bir existe toujours dans le portefeuille de Pernod Ricard. Un Bir grand quinquina, un Bir tradition, élaboré selon une recette proche de celle du XIXe siècle. La production se compterait aujourd'hui en centaines de milliers de litres par an, une goutte au regard des 30 millions de litres d'autrefois. Les caves ont même lancé un gin en 2022. La maison s'adapte, comme elle peut, à un monde qui n'est plus le sien. Il y a même eu ces dernières années une petite renaissance, de l'autre côté de l'Atlantique. En 2012, un importateur américain, Eric Seed, un homme que l'on a surnommé l'Indiana Jones des spiritueux oubliés, a réintroduit le beurre aux États-Unis. Et dans les bars à cocktails de New York et d'ailleurs, des barmen passionnés l'ont redécouvert, séduits par cette amertume de quinquina et cette rondeur fruitée qui en font une rare alternative au vermouth. Mais soyons justes sur l'échelle des choses. C'est une renaissance de comptoir, discrète, surtout urbaine et américaine. Une flamme qui vacille dans quelques bars, pas un retour en gloire. Le vrai souvenir du beurre est ailleurs. Il est dans les vieux films, où la bouteille sombre apparaît encore, fantôme du décor d'une France disparue. Car le beurre, longtemps, fut partout dans les images du pays.
Il apparaît chez Marcel Carné, on l'a dit, dès Hôtel du Nord. On le retrouve plus tard chez Truffaut, dans Tirer sur le pianiste, et chez Chabrol, dans La femme infidèle, où l'on commande un bir cassis, d'un geste si banal qu'il n'a besoin d'aucune explication. La marque a même traversé l'Atlantique jusque dans les séries américaines, où une réclame du bir décroche un prix dans un épisode de Mad Men situé au milieu des années 60. Cette bouteille sombre est restée, dans la culture, longtemps après avoir quitté les comptoirs. Un fantôme élégant qui hante les films d'un pays qui ne la boit plus. Il est aussi sur les murs des collectionneurs, dans ces affiches devenues œuvres d'art. Et il est, surtout, dans la mémoire des plus âgés, dans le buffet d'une grand-mère, dans le bir cassis d'un grand-père au comptoir, dans cette odeur sucrée amère que tout un pays a connue et que tout un pays a, peu à peu, laissé s'éteindre. Chapitre Sertine. Le crime qui n'a pas eu lieu. Revenons pour finir à l'accusation du début, celle que porte le titre, celle qu'on entend encore à Thuir et ailleurs. Le bir, dit-on, aurait été assassiné. Nous avons cherché le coupable. Nous avons examiné le mobile, suivi les signatures, pesé les preuves. Et nous sommes arrivés à cette conclusion, qui déçoit parce qu'elle est honnête, il n'y a pas eu de crime. Le meurtre est une histoire que l'on se raconte parce qu'elle est plus simple que la vérité. Elle offre un coupable à haïr, un instant précis à maudire, une victime innocente à pleurer. La réalité n'offre rien de tout cela. La réalité est plus lente, plus diffuse et infiniment plus triste. Le bir avait survécu au phylloxéra qui ruina le vignoble. Il avait survécu à 2 guerres mondiales. Il avait survécu à la prohibition qui lui ferma l'Amérique. Il avait traversé un demi-siècle d'épreuves en sortant plus grand de chacune. Il n'a pas survécu à la paix. Il n'a pas survécu à la prospérité. Il n'a pas survécu à son propre sommeil. On ne l'a pas tué. Il a, doucement, cessé de se battre pour sa vie. C'est cela, la vraie histoire des usines oubliées de France. Pas toujours une trahison spectaculaire, un patron félon, un ministre vendu. Parfois, simplement, une maison qui se croyait éternelle et qui a oublié que rien ne l'est. Une dynastie qui avait la fin de la conquête et dont les héritiers n'avaient plus que le confort de l'acquis. Un monde qui change pendant qu'on regarde ailleurs. C'est une mort sans assassin, et c'est peut-être ce qui la rend si difficile à pleurer. On voudrait un coupable, on n'en trouve pas. On ne trouve qu'une longue suite de jours où personne, à aucun moment, n'a décidé de laisser mourir le bir, et où, faute d'avoir décidé de le sauver, on l'a laissé partir. Et il reste le foudre. Là-haut, dans la grande cathédrale de Chênes, il est toujours debout. Plus d'1 million de litres de capacité. 10 mètres de hauteur. La plus grande cuve en bois du monde que personne n'a jamais égalée. On l'avait commandée aux fêtes de la gloire, pour célébrer une suprématie que l'on croyait sans fin. On l'avait conçue comme un monument à l'éternité d'une maison. Elle est devenue un monument à tout ce qui n'est pas éternel. Les colporteurs, partis de Corsavie avec une mule et une balle de drap, avaient bâti l'un des plus formidables empires que la France ait connu. Et de cet empire, il reste une marque de niche, une cathédrale qu'on visite, une recette presque intacte, une petite flamme dans des bars lointains, et le souvenir d'une odeur dans la mémoire des anciens. Le train ne part plus. La halle est silencieuse. Mais le foudre, lui, est encore là, vide, immense, magnifique, comme la promesse d'une éternité que personne n'a tenue.